pouvoir produire maintenant les ressources naturelles, les matières premières pour préparer la nourriture des enfants. Maintenant, on va financer, c'est eux qui vont financer d'abord ces agriculteurs, donc ils vont sûrement leur apporter les intrants, les semences et tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer une agriculture, tous les, comment dire, les outils nécessaires pour pouvoir faire une bonne agriculture. Mais en plus de ça, ils financent également les transformateurs. 1000 membres d'associations de transformation. C'est-à-dire ceux qui vont faire le travail de transformer ces matières premières en quelque chose, comment dire, en nourriture, en produit fini pour les enfants. Donc, ils viennent créer carrément une économie sur le terrain. C'est un constat d'échec. C'est-à-dire que pour venir faire ça dans un pays étranger, c'est qu'il n'y a rien, absolument rien sur place. Du moins, il n'y a rien d'organisé sur place. Donc, vous comprenez ça? C'est que la situation de cette région-là est catastrophique. Et n'oublions pas que la majorité des projets de développement qu'on a lus ici, dont on a débattu ici, ont toujours ciblé la région de Savane et la région de la Kara, notamment le projet PUR. Le projet PUR, projet d'urgence des régions de la Savane, avait pour but, objectif, de construire des infrastructures, de prodiguer des prestations sociales et d'aider les locaux, les autochtones, à avoir une meilleure vie, un meilleur niveau de vie, qui va limiter la radicalisation. Ça va limiter aussi le fait que les terroristes vont venir recruter parmi la population qui ne trouve pas à manger, qui va chercher, qui va se radicaliser juste parce qu'on lui propose à manger. C'est pour ça qu'on a fait ce projet-là. Et ce projet, c'est à coût de 200 millions de dollars, je pense. Où est passé tout cet argent pour qu'aujourd'hui, l'Allemagne soit obligée de venir injecter encore 7 milliards de francs CFA pour financer des agriculteurs? Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, le pays qui met beaucoup d'argent au Togo, c'est l'Allemagne. Et parce que l'Allemagne, dans sa politique... il y a même un document que je vous envoie, et je vais vous envoyer, il faut que je le retrouve, parce qu'il y a eu un débat au Bundestag où les Allemands ont déclaré que leur priorité aujourd'hui, c'est les intérêts économiques, et qui ne sont plus dans les questions, ils l'ont pas dit de façon expresse, mais ils sont plus véritablement dans les questions de démocratie, des droits de l'homme et tout ça. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, le pays qui déverse beaucoup d'argent sur le Togo, en termes de décentralisation, alors que la décentralisation bat de l'aile, on ne laisse pas les mairies travailler, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne est pratiquement partout aujourd'hui dans l'administration togolaise qui donne des financements alors qu'on est dans un pays assez corrompu. Il y a beaucoup d'argent qui est détourné, mais ils continuent d'en donner. Sur plusieurs projets, ils continuent d'en donner. Et donc, il y a l'Allemagne, il y a l'Union européenne en gros, et la question est de savoir, comme quelqu'un le demandait dans les commentaires, pourquoi on continue de donner de l'argent à des gens qui, à la fin, détournent une très bonne partie. Je veux dire, 7 milliards, c'est rien pour les voleurs de cette région. Si on luttait de façon efficace contre la corruption au Togo, même dans la famille Nyasingbe, on va trouver les 7 milliards pour nourrir les enfants qui sont dans cette région. Après, par extension, la plupart des barons de UNIR qui sont dans cette région, on peut trouver seulement les 7 milliards. Certains l'ont peut-être à la maison, ou une partie à la maison, pas à la banque. Donc, aujourd'hui, déjà dans les années avant la Première Guerre mondiale, le Togo était considéré comme une colonie modèle pour l'Allemagne. Si 100 ans après que l'Allemagne soit partie du Togo, l'Allemagne revient pour être aujourd'hui, je sais pas, l'oxygène de cette colonie qu'elle avait laissée depuis des années, c'est qu'on n'a pas évolué. On n'a pas véritablement pas évolué. Et c'est vraiment préoccupant. C'est préoccupant, hein. Il n'y a aucune fierté à tirer de ces genres de financement où on va aligner les autorités, et on salue les représentants des ministères, on salue les gens et les gens applaudissent parce que derrière ça, tout ce que les gens voient, c'est l'argent qu'ils vont mettre dans leur propre poche.
C'est ça la réalité. Et au bout des 4 ans de ce projet-là, ces paysans ou ces agriculteurs-là ou ces coopératives, il n'y aura pas de relais. Ils seront abandonnés. Parce qu'il n'y aura plus d'argent pour produire et transformer pour nourrir encore d'autres personnes si un financement extérieur ne vient pas prendre le relais. C'est ça. Effectivement, effectivement. C'est-à-dire qu'il faut désormais un suivi, évaluation très strict de tout cet argent qui est déversé au Togo. Il faut désormais. Et je pense même que pour certains projets, les Allemands font venir même leurs propres ouvriers pour construire certaines mairies à l'intérieur du pays. Oui, oui. De toute façon, il faut aller, pour ceux qui sont ici, et comme les financements sont transparents du côté de l'Allemagne, il faut aller sur le site de l'ambassade d'Allemagne. Voilà. Vous allez voir, ils publient tout. Même là, ça, là, ils l'ont même publié. Moi, je l'ai eu en tant que journaliste quand ils l'ont envoyé dans le mailing des journalistes, mais rapidement, ils ont mis ça sur le propre site de l'ambassade d'Allemagne au Togo. Allez sur le site, vous allez voir tous les projets que l'Allemagne finance aujourd'hui au Togo. Quelqu'un dit quel est l'intérêt de l'Allemagne, mais les Allemands, ils sont dans les affaires au Togo. Ils contrôlent ils contrôlent le calcaire. Ils contrôlent le calcaire, le clinker. Ils ont Simtogo, c'est les Allemands. Ils ont le groupe Edelberg. Ils sont à Tablibo. Ils sont à Wendjelo, à Kara. C'est eux qui contrôlent les mines. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Et on a débattu de la question des mines ici longuement. On a lu des rapports. On a lu comment est-ce que c'est des partenariats qui ne servent pas grand-chose à notre pays, qui permettent aux gens de s'enrichir sur le dos de nos concitoyens. Effectivement, rien n'est gratuit. Les gens croient que c'est gratuit, rien n'est gratuit. Bonjour, bonjour. Oui, on va passer la parole. Si vous voulez pas parler, allez-y. On va arrêter les champs. Mais sans, tu veux... Oui, vas-y, professeur. Vas-y, professeur. Professeur, à toi, vas-y. Okay, bon. Oui, bonjour Ditri, bonjour Milaweb, bonjour Messin, bonjour à notre citoyen d'État Ferdinand. Encore une fois, merci d'être parmi nous. Moi, j'ai une question par rapport au financement des Allemands ou de l'Union européenne. En fait, à chaque fois, ils savent que l'argent est détourné. Parce que si tu vois, ils font des audits, comme vous l'avez dit, ils envoient des auditeurs, tout ça pour auditer, pour voir comment se passe, comment l'argent est utilisé et tout. Mais après 100 ans après, on continue à faire la même méthode, à utiliser la même méthode, que ce soit du côté des Allemands, que ce soit du côté de l'Union européenne, du FMI, tout ça. Mais ce que je comprends pas, pourquoi il n'y a pas une autre façon d'injecter cet argent de la part de bailleurs internationaux? Et de toute façon, les audits diront que dans toutes les administrations qu'il y a dans les pays africains, parce que j'en ai participé à l'audit aussi, ça se voit qu'il y a des caisses noires. C'est même spécifié dans les audits qui sont faits dans les entreprises africaines qu'il y a une caisse noire qui est utilisée à des fins, cheloues. Mais ce que je comprends pas, pourquoi ces institutions n'arrivent pas à injecter l'argent de toute façon, comme dans certains pays où il y a la crise, ils livrent directement au lieu de donner des vivres, ils donnent directement des cartes aux sinistrés pour aller acheter même les nourritures dont ils ont besoin chez les producteurs locaux. Pourquoi une telle méthode ne serait pas appliquée dans ces cas-là? Quand on parle par exemple des étudiants ou ou la nourriture est étudiée dans les écoles, pourquoi pas? C'est l'idée pour des cartes et des cartes qui sont débitées de l'argent ou créditées plutôt, pour que les enfants aillent chez les producteurs locaux ou chez les revendeurs. Oui, professeur, ton réseau saute un peu. Oui, il y a un problème de connexion. Ton réseau saute un peu. Oui, reprends un peu la question, s'il te plaît. Vous m'avez saisi un peu ou pas? On a saisi le début de la question. Il y a du décalage entre... Ouais, je suis dans un endroit bizarre. Là, voilà. Là, ça va mieux? Poser la question. Voilà. Oui, ça va mieux. Parfait. Ok. Ma question est de savoir
Et pourquoi ces institutions internationales n'utilisent pas une autre méthode de financement, vu que les autres méthodes qu'ils ont utilisées depuis des années, ils savent eux-mêmes, vu qu'il y a des audits, que ces méthodes n'ont pas fonctionné ou ne fonctionnent pas. Pourquoi ils n'utilisent pas d'autres canaux pour pouvoir aider ces populations ou pour que la gestion de ces aides soit mieux faite? Je donnais l'exemple dans certains pays sinistrés où on donne directement les cartes qui sont créditées aux sinistrés pour qu'ils aillent acheter directement les repas ou les nourritures chez des producteurs locaux. Pourquoi ces genres de méthodes ne sont pas utilisées, par exemple, dans le cas du Togo, où on sait que l'argent donné, ou les dons, ou les prêts, ou tout ce qu'on veut, ne sont pas utilisés à des fins louables, en fait, et sont détournés à chaque fois? C'était ça ma question. Merci beaucoup. Merci, professeur. Il faut dire que on est dans des relations de plus en plus complexes entre les Occidentaux, les Africains, les institutions de Bretton Woods aussi et les Africains. Vous savez, avec ce relent de souveraineté qu'on brandit à chaque fois, on arrive, certains des dirigeants africains arrivent à changer les règles du jeu. Je vous donne un exemple. Lorsque Faure est arrivé au pouvoir en 2005, il a organisé 2 séries d'élections frauduleuses. Et l'élection de 2010 a abouti à un rapport un rapport à charge contre les institutions qui organisaient les élections, la fraude électorale et tout ça. Et pour ne plus être soumis à ces genres de rapports de l'Union européenne, le Togo a dit nous n'avons plus besoin d'argent de l'Union européenne parce que nous sommes souverains, nous allons organiser les élections sur fonds propres. Et donc, le Togo n'a pas décidé d'organiser les élections sur fonds propres parce qu'il est souverain. Mais le régime a décidé de le faire parce que le régime ne veut pas qu'on doite l'organisation des élections comme des élections frauduleuses. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire, nous ne voulons pas qu'on nous envoie des observateurs extérieurs, on ne veut pas qu'on vienne nous dire que nous n'avons pas organisé les élections selon les standards, il y a eu des fraudes, il y a eu ci, il y a eu ça. Alors, pour se soustraire de ces remarques-là ou de ces observations, ils disent, nous allons organiser les élections sur fonds propres parce que nous sommes souverains. En même temps, le même Togo continue de prendre de l'argent chez l'Union européenne pour nourrir sa population. Dans ce cas, ils ne sont pas souverains. Comme on vient de prendre 7 milliards chez les Allemands pour nourrir les élèves, là, on n'est pas souverain. Mais on a refusé le financement des élections parce qu'on sait que ça crée un problème politique après. Vous voyez la subtilité des régimes de ce genre. Vous voyez la subtilité de ces genres de régimes. Et donc, les partenaires, eux, s'adaptent à notre volonté parce qu'à la fin, ils savent que certains financements, c'est des prêts. On va les rembourser avec intérêt. Si on vous donne 100 milliards pour construire les hôpitaux et que vous en détournez 80 milliards et que vous utilisez 20 milliards pour construire les hôpitaux, ils viendront faire l'audit. Mais ils ne vont pas faire un tapage médiatique pour vous créer des problèmes. Vous allez avoir les rapports de l'audit, mais après, vous allez rembourser avec intérêt. On a vu le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid. On a vu comment les fonds étaient détournés. Est-ce que vous avez vu une ambassade... comment les fonds étaient détournés? Est-ce que vous avez vu une ambassade ou bien une institution comme la Banque mondiale, le FMI ou bien la Banque africaine de développement sortir un communiqué pour épingler le régime? Non. Mais eux, ils savent que c'est des prêts, ils vont rembourser. Si on vous a donné de l'argent pour construire les hôpitaux, pour acheter des ambulances, pour mettre des plateaux techniques pour soigner vos populations et que vous les détournez, bon, nous, on vous fait le constat que l'argent a été détourné, mais après, c'est vous qui allez payer. Nous, on s'en fout. Nous, on aura de l'argent en retour. Donc, je pense que tous ces éléments qui rentrent aujourd'hui en jeu font que la marge même de manœuvre même des partenaires, qu'ils soient des partenaires multinationaux ou les partenaires bilatéraux, devient problématique. Moi, j'ai parlé avec des amis à l'université qui sont aujourd'hui à la Banque mondiale et qui sont au FMI. Quelqu'un a eu le courage de me dire, écoute, nous on donne de l'argent et après quand on demande des comptes, on nous dit nous sommes souverains. Et donc, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On laisse continuer. Ce qui est de ce qu'on doit rembourser, on nous rembourse et puis le reste, on laisse continuer. Et ça, c'est des amis togolais que moi j'ai interrogés qui m'ont dit ça en off. Donc voilà la problématique. Maintenant, la question est de savoir pourquoi on n'a pas des dirigeants patriotes.
Pourquoi quand on prend de l'argent pour faire la route Lomé-Vaughan, qui devait être une route très large, qui doit être une route assez confortable pour les populations, on détourne une partie des 26 milliards, on fait un audit, ou bien la presse relaie le scandale, on ne punit personne. Qui a pris l'argent? C'est ça la question que nous devons nous poser. Quand on donne de l'argent pour construire un centre de santé ou un hôpital, et qu'à la fin l'argent est détourné, bon, les autres vont dire que c'est notre pays. Hein. Eux, ils sont de passage. Un ambassadeur est de passage. Un représentant du PNUD, il est de passage. Un représentant de la Banque mondiale, il est de passage. Après, il va dans un autre pays. C'est ça. C'est grave, c'est grave. C'est-à-dire qu'ils brandissent l'argument de souveraineté pour... quand ça les arrange. Voilà, quand ça les arrange. Voilà. Ouais, quand ça les arrange. Et ils refusent... Quand ça ne les arrange pas, exactement. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Et ils acceptent les financements quand ça les... ils refusent les financements quand ça les arrange pas, et surtout parce qu'ils ne veulent pas rendre compte sur ces financements-là. Donc c'est très subtil le jeu auquel... C'est ce que Doucet a fait à l'ONU. Ils sont fatigués. Par exemple, les Allemands par exemple, les Allemands depuis le temps de Merkel, où elle a ouvert la chancellerie à Faure Gnassingbé, elle a reçu plusieurs fois Faure Gnassingbé, les Allemands se sont dit à un moment donné que dans la crise politique togolaise, vous savez que c'est l'Allemagne qui était la branche la plus dure pour couper la coopération dans les années 93. Et donc, l'Allemagne s'est dit à un moment donné que la situation politique togolaise n'a pas tellement évolué et qu'elle a énormément perdu sur le plan de ses intérêts. Et surtout que le Togo est un pays historiquement stratégique pour l'Allemagne. Donc, l'Allemagne est revenue à partir des années 2010 en fermant les yeux sur tout ce qui est bonne gouvernance, démocratie et tout. Et elle continue aujourd'hui. Et c'est elle qui a mis beaucoup de pression en disant diluez un peu le pouvoir, faites la décentralisation, nous allons vous accompagner. Et le régime a conçu la loi de la décentralisation à sa manière. Et l'Allemagne a cru que bon, le régime allait lâcher du lest, mais à la fin, les Allemands se sont contentés de ce que le régime a voulu lâcher, c'est-à-dire une décentralisation totalement au rabais, dans laquelle les mairies n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de marge de manœuvre, ils sont totalement sous le contrôle du ministère de l'administration territoriale. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, tout financement vient par le haut, c'est-à-dire par le ministère de l'administration territoriale, et c'est contrôlé. Ce qui fait que les mairies aujourd'hui n'ont pas de marge de manœuvre pour faire un développement endogène. Mais malgré tout, les Allemands disent que bon, nous allons continuer par pousser un peu pour voir si ça peut aboutir à quelque chose. Mais à la fin, ça ne aboutit à rien. Et ça rejoint ce qui s'est passé au Cameroun. Vous savez, à un moment donné au Cameroun, où je suis allé travailler plusieurs fois sur des projets, les Occidentaux se sont dit, bon, comme le pouvoir de Paul Biya ne veut pas d'ouverture, on va obtenir l'ouverture à partir des mairies. On va financer la décentralisation. Et Paul Biya fait semblant de jouer le jeu au Cameroun. Il a un peu ouvert, il a un peu ouvert le pays. Ils ont fait des élections. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Après avoir fait les élections, ils ont rechangé la loi de la décentralisation. Ils ont destitué beaucoup de maires qui étaient de l'opposition et ils ont repris le contrôle des villes. C'est ça. Et je me demande si le Togo ne s'est pas inspiré de ça, de ce qui s'est passé au Cameroun pour faire aussi sa propre décentralisation. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? C'est l'Allemagne qui construit les mairies. Dans les localités où il n'y a pas, les mairies n'ont pas de ressources, c'est l'Allemagne qui forme les élus locaux, c'est l'Allemagne qui fournit les ordinateurs, c'est l'Allemagne qui mène un peu d'argent pour les états civils. Mais un pays indépendant ne peut pas dépendre véritablement de l'extérieur comme ça. C'est pas possible. Exactement. C'est vraiment une décentralisation rabais. Et je rajoute que, comme tu l'as dit, aujourd'hui, les mairies n'ont pas d'autonomie financière, c'est-à-dire que les mairies n'ont pas la possibilité d'aller chercher des financements en dehors de seuls financements qu'ils perçoivent de l'État. Ouais. C'est-à-dire que voilà, ils peuvent pas en tant que personne morale, parce que voilà, la décentralisation, c'est de consacrer le fait que les mairies, les collectivités locales sont devenues des personnes morales de droit public. Donc elles peuvent rester en justice, conclure des contrats, etc., etc. Voilà. Et malheureusement, au Togo, cette capacité est limitée pour les mairies. Et ils ne peuvent même pas aller faire des prêts, par exemple.
hein, dans d'autres banques, en dehors des financements qu'ils reçoivent du gouvernement, ils n'ont aucune autre source de financement. Et c'est grave. Même la question du jumelage est contrôlée par l'administration territoriale. C'est très contrôlé. Ouais, tout est contrôlé. C'est très contrôlé. Ouais. Merci, grand frère. On va passer la parole à certains qui ont envie de te poser des questions. Je vais passer la parole à la dame de cœur, s'il vous plaît. Notre dame, s'il vous plaît. Très cher monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Ferdinand Ité. Toujours ravi de vous avoir sur les panels. Il y a une question très essentielle, comme je l'ai précisé dans les commentaires. On n'est pas sans savoir qu'il y a eu, on va balayer devant notre porte, hein, comme on a l'habitude de le dire. Il y a eu une semaine, si ce n'est plus, une explosion, enfin un incendie à Lomé, plus précisément à Nopato, au suivi à la suite de cet incendie, il y a eu une explosion et l'apparition de l'acide. Alors pour le moment, on ne sait pas c'est quel genre d'acide. Il y a eu des suppositions plutôt que de l'acide nitrique ou peu importe. Et en réponse, le gouvernement, le régime, a fait dépêcher, je ne sais pas si c'est eux ou la mairie, en tout cas on a fait dépêcher des camions de sable, hein, qu'on a déversé là, sachant que c'est dans des ruelles et qu'il y a des habitations tout autour. On connaît comment nous les enfants vivent au Togo, on joue dans le sable, on mange le sable même, tout ça. Et malgré qu'on a cet incendie-là, cette explosion, l'acide qui est là, dont il y a des émanations et la population inhale ça, et ça s'est produit dans une endroit où c'est encore le poumon de Lomé, où il y a des affaires qui se font là-bas. On a ce gouvernement qui va régler des conflits qui le dépassent. Des conflits qui ont commencé depuis 1961, depuis la mort de Lumumba, où Mobutu a pris la place. Ensuite, il y avait les Kabila et autres. Hein? On a le Rwanda où il y a les génocides. C'est des gens où leurs conflits sont très enracinés et qu'ils ne s'en sortent pas. Et nous, on a l'incendie, on a les terroristes. Et à la suite de cet incendie-là, on a un enfant, un jeune qui s'appelle Donné ou je sais pas quoi, on injecte 250 millions de francs CFA pour que la population soutienne cet enfant-là, alors qu'à côté, on n'a pas pu dépêcher des personnes compétentes pour venir isoler les lieux, faire partir les habitants, les mettre quelque part. On parlait sur nos panels du train de la liberté de Togo 2000, parce qu'on n'a pas de gymnase, parce que dans un pays normal, quand un truc comme ça arrive, on met les gens dans des gymnases, on sécurise les lieux, on désintoxique les lieux, on fait tout ce qu'il faut avant que la population ne revienne. Et là, on a quand même quelque chose d'énorme qui est là. Personne ne bouge, y compris la population, c'est-à-dire que les gens se plaignent, disent que ça va pas. Vous pouvez, s'il vous plaît, mettre l'accent sur cet incendie-là, sur cet acide-là, fait comprendre à la population que ceux qui sont en train d'inhaler va causer pas mal de problèmes, de maladies. Les générations à venir, les enfants ne peuvent même plus procréer ou avoir des maladies de siamois ou tout ce qu'on veut. Mettre l'accent dessus pour faire comprendre à la population que là où ils sont, ce qui se passe n'est pas normal, qu'il va falloir qu'ils s'insurgent, qu'ils se lèvent et manifester quelque chose. Voilà ce que j'aimerais vous poser comme question et que vous puissiez parler, puisque ici, on a quand même pas mal de monde, le fait comprendre quelque chose. Merci bien. Merci, madame. Je pensais même en parler demain, mais je pense que vous avez entièrement raison. Nous avons au Togo un ministère qui s'appelle le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. La protection civile. Qu'est-ce qu'on met dans la protection civile? Nous avons un pays qui a une ouverture portuaire et nous avons un grand marché qui est là. Et quand vous voyez bien les images, nous sommes à Guiakome, nous sommes au cœur de Lomé. Regardez le quartier d'abord, en termes d'observation. Regardez comment le quartier est sale. Nous sommes au cœur de Lomé, dans la lisière du grand marché, sinon le grand marché même. Parce que toute cette zone, à Guiakome et tout ça, c'est le grand marché par extension. Regardez comment c'est sale. Combien de fois, par exemple, moi j'ai pas parlé du grand marché. Comment est-ce qu'il faut goudronner les rues? Il faut aménager le grand marché, faire de l'assainissement. Regardez le grand marché. Regardez comment les câbles électriques sont tirés. On dirait, je sais pas, ce n'est même pas un village, un taudis. Regardez. Ça c'est la première observation. La deuxième observation. Quand j'étais encore à Lomé, j'ai remarqué un phénomène.
qui devrait normalement attirer l'attention des autorités. Vous voyez les vieux quartiers de Lomé là, à Guiakom et tout ça, par extension un peu Lomnava, Djoulasamé, Hankopé, vous allez jusqu'à Blogamé. Il y a quelques étrangers qui sont dans notre pays, des Indiens, des Libanais, des Pakistanais, des Chinois, qui achètent des anciennes maisons qui sont abandonnées par les enfants ou les enfants sont en conflit, sont en litige. Donc ils vendent ces maisons aux étrangers qui construisent des entrepôts au cœur de la ville, c'est-à-dire entre les habitations. Et ces entrepôts-là, personne ne sait ce qu'on stocke dedans, ce qui est déjà très grave. Je suis certain que si ce sont des armes, le gouvernement devait déjà savoir. Si vous avez mis 2 ou 3 pistolets dans ces entrepôts-là, on viendra vous arrêter en disant que vous êtes un terroriste. Mais si c'est des marchandises, on fait semblant de ne pas le savoir. La douane ferme les yeux. Qu'est-ce qu'on entrepose dedans? Est-ce que c'est des produits chimiques? Est-ce que c'est des produits dangereux qui sont parmi les habitations? Et le risque qu'on court demain, c'est qu'il y a des explosions comme ça qui vont créer des drames incroyables. Vous arrivez à Hanukopé, derrière, pas loin de l'église. Problème spirituel. Kafla et donc fait les béa yobo les diamé yom hotogoviwa odo donc fait les tade yobo les diamé bé togovire yi ye et toi les voyons mu khoyo aglobe avec fo gbongbon ina im le po do ale wa et donc les toi mais que le plot on les crée en plan on les dasi du mesio on est s'auto créer on propre emploi ne wate no vivre et béa no do kaname. C'est des milliards. Et tout gozi le soso le corps ganame. Nkentio no so e gaboboro over jebingo over jahaon le ganame e kayozana. Atike ke mioni le yo le fie. Be akmanditi ke a enye ega enye pharmacie quand la flaou me fie antochan ye tu me va le pleuvoir. No toi o la le amo. O grandi somi sebe
Mi jaga ledio, yanto minya,
Nyanto minyalo. Eyanti yele yo be nyande kukuna o. Fikolema mawe fikolema mawe fikolema. Zodwa melawe mi don kusame, mi don kusame. Fikolema mawe fikolema mawe fikolema. Fikolema mawe fikolema mawe fikolema. Fikolema. Akbenami. Akamiato Sinzaga. Merci, Fozaga. Ok, ma pour non mission. Sylvanus Olympio, et dans quelles circonstances le premier président du Togo post-Olympio, et dans quelles circonstances le premier président du Togo post-indépendance a-t-il été assassiné? Sylvanus Olympio voulait que le Togo puisse avoir sa propre monnaie, ce que la France ne voulait pas du tout. Il a été victime de complot international ourdi contre sa personne. Retour sur le destin tragique de cet homme abattu devant l'ambassade des États-Unis en 1963. Cette figure centrale de la lutte pour l'indépendance du Togo, Sylvanus Olympio, est tué moins de 3 ans après son élection à la tête de l'État togolais. C'est la première fois qu'un chef d'État issu d'un pays d'Afrique nouvellement indépendant est assassiné. Sylvanus Olympio est né le 6 septembre 1902 à Lomé, la capitale du Togo, qui était à l'époque un protectorat allemand. Il est né d'un père d'origine brésilienne, du nom de Elpidio Epifanio Olympio, et de sa mère qui est d'origine Mamproussi, de la région de Dapan. Il a fait ses études primaires ici au Togo. Faisant partie des membres fondateurs du comité de l'unité togolaise en 1942, il mena son parti à la victoire en 1945, remportant pratiquement tous les sièges de la première assemblée représentative togolaise et assumant la présidence de cette instance. Dès les années 1940, Sylvanus Olympio s'engage dans la lutte pour une plus grande autonomie du Togo. À partir de 1958, il assume le rôle de Premier ministre ainsi que plusieurs autres portefeuilles ministériels jusqu'à son accession à la présidence lors de la proclamation de l'indépendance le 27 avril 1960. C'est après l'indépendance du Togo obtenue le 27 avril 1960 que furent tenues les premières élections présidentielles du pays. Des élections qui ont proclamé Sylvanus Olympio comme premier président togolais. En interne, Sylvanus Olympio n'était pas non plus très apprécié par ceux qu'on appelle les demi-soldes. Les demi-soldes sont des soldats togolais qui ont eu à combattre aux côtés de la France, au Vietnam, en Algérie, mais qui ont été libérés et qui sont revenus au Togo. Et donc quand ils sont revenus, ils ont voulu intégrer l'armée, la jeune armée togolaise naissante. Mais Sylvanus Olympio a dit qu'il n'en était pas question parce que ce sont des gens, selon lui, qui ont été combattre des peuples qui aspiraient à leur indépendance au Vietnam et en Algérie. Donc il n'est pas question que le Togo étant déjà indépendant, que ceux-là qui sont, selon lui, les ennemis de l'indépendance puissent venir et vouloir jouir des fruits de l'indépendance. Il ne restera à la tête du Togo que 3 ans. Dans la nuit tragique du 12 au 13 janvier 1963, un voile sombre s'est abattu sur Lomé, la capitale togolaise. La nuit du 12 au 13 janvier, alors que Sylvanus Olympio était en train de travailler sur la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, de la prochaine organisation de l'Unité africaine, il a été surpris par des coups de tir à son domicile. D'abord
ceux qui sont venus, les demi-soldes en question, ont eu à échanger des coups, des tirs avec sa garde rapprochée. Et dans ce méli-mélo, Sylvanus Olympio a réussi à s'échapper par la fenêtre de sa maison et a eu à escalader le mur mitoyen qui le séparait de l'ambassade des États-Unis. Et lorsqu'il est rentré sur le territoire de l'ambassade, il a vu un véhicule qui est garé dans la cour de l'ambassade. Il est allé se cacher dans ce véhicule. Et donc, quelques temps après, vers le petit matin, il a vu l'ambassadeur des États-Unis, Léon Pouladar, qui traversait la cour. Il lui a fait signe, il s'est approché et il a découvert que c'est le président de la République togolaise. Il lui a dit de ne pas quitter le lieu, il va aller revenir lui apporter assistance. Et non seulement cet ambassadeur n'est plus jamais revenu, mais, chose curieuse, ce sont ceux-là, les mutins qui sont arrivés au domicile de Sylvanus Olympio, qui ont passé toute la nuit à le chercher, qui ont défoncé la porte de l'ambassade et sont allés extirper Sylvanus Olympio de sa cachette. Et donc, ils ont voulu le traîner hors du territoire de l'ambassade. Et face à la résistance que Sylvanus Olympio leur opposait, alors ils ont dû lui tirer dessus. Maintenant, la question, c'est qui a tiré? Il y avait un accord de défense entre la France et le Togo qui disait très clairement que la France devait garantir l'intégrité physique du président de la République. Donc, lorsque les coups de tir ont commencé à retentir au domicile du président togolais, normalement, la France devait dépêcher des gens pour pouvoir protéger le président togolais. Ça n'a jamais été fait. 60 ans après ce sombre épisode de l'histoire togolaise, des interrogations persistent sur ces 8 heures cruciales. Les regards accusateurs se tournent vers les États-Unis et la France qui pourraient détenir des secrets à même d'éclairer les zones d'ombre de cette nuit tragique. Ce que nous savons avec précision, c'est que Sylvanus Olympio n'était pas très aimé par la France. D'abord par rapport à sa lutte anticoloniale, mais aussi par rapport à sa politique souverainiste. Parce qu'entre 1958 et 1960, il a défendu vaillamment la souveraineté du Togo et les différentes discussions qu'il a eues avec la France n'ont pas du tout contenté la France. Et au-delà de ça, il y a eu les questions monétaires qui ont créé, si vous voulez, une friction entre lui et la France. Qui de la France et des États-Unis détiennent les secrets de ces moments cruciaux de l'histoire togolaise? Voilà. Donc, je vais vous laisser la parole. Il y a une première polémique que j'ai apportée sur ce qu'on vient d'écouter. Sylvanus Olympio, est-ce qu'il est né à Kpando ou à Lomé? Parce que je ne sais pas. Non, il n'est pas né à Dapaon. Sylvanus Olympio, est-ce qu'il est né à Kpando ou à Lomé? Moi, c'est la première question que je pose en public aujourd'hui parce que on n'a jamais été clair là-dessus. Il y en a qui disent qu'il est né à Kpando, il y en a qui disent qu'il est né à Lomé. Qui peut nous apporter cette affirmation? Bon, beaucoup disent Kpando, parce que moi, c'est ce que j'ai devant moi, Kpando. Sur Internet, vous trouverez dans beaucoup d'articles où ils disent qu'il est né à Lomé. Donc, quand ça commence comme ça, sachez que le reste ne va pas être clair. Le reste va être des comment on les appelle, des insinuations. Donc, Sylvanus Olympio est né à Kpando. Parce que Kpando, me semble-t-il. Oui, Kpando. La majorité confirme. Kpando, c'était le Togo allemand. Notez-le bien. C'est ça. Kpando, c'était dans le Togo allemand. Oui, Madame WFG. Donc, c'est bonjour d'abord. C'est vous-même qui avez voulu qu'on en discute encore aujourd'hui sur Sylvanus Olympio?
Monsieur Messon introduit la vidéo. Je suis à l'origine du débat. Ça pose problème? C'était un sujet sensible la dernière fois, c'est pour ça que je pose la question. Tu te rappelles? C'est pour ça qu'on le remet sur le tapis, parce que c'est un sujet sensible. Il est clair que... Mais ce soir, on fera... attendez, ce soir... Bon, non, c'est plutôt le 26 avril que je préfère faire le 26 avril au soir. On fera pour continuer ce que nous avions commencé, monsieur Messon. Mais on peut y aller. Oui, j'allais dire qu'effectivement, il subsiste tellement de zones d'ombre, comme l'a révélé encore cette vidéo, parce que son assassinat est entaché de beaucoup de secrets d'État qui sont encore aujourd'hui des secrets, comment dirais-je, qu'on ne peut pas révéler puisque le dossier est toujours classifié. Et c'est forcément quand on aura accès à ces secrets que on pourra de manière sûre et définitive arriver à la véracité des événements. Aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages qui sont plus ou moins vrais, mais il y a la chape de plomb de tout ce qui est caché qui vient mettre à mal les différents arguments des uns et des autres. Factuellement, on sait qu'il a été assassiné. Le déroulé de l'assassinat, on l'a, ça a été encore révélé ici dans l'audio. Hein. Ce déroulé même est faux, parce que on n'aurait, parce que quand vous écoutez le déroulé, c'est un narratif construit sur la base d'éléments peu, on appelle ça en sciences d'éléments peu convaincants. Parce que quand on analyse tous les dires, parce que j'ai pris ce temps-là d'analyser tout ça, apparemment il n'aurait pas été tué devant l'ambassade, mais à l'intérieur de l'ambassade. Et ensuite, son corps a été traîné jusqu'à la devanture. Ça, c'est une précision. Ça, c'est basé sur des analyses, des faits. Pas sur un narratif conçu de toutes pièces et sur beaucoup de suppositions. Je vous montrerai pourquoi aujourd'hui je dis qu'il aurait été tué au sein de l'ambassade, torturé et tué au sein de l'ambassade, puis ensuite traîné devant l'ambassade. Parce que ça veut dire beaucoup de choses. Au sein de l'ambassade, si on avait découvert qu'il avait été torturé, voilà. Si on avait découvert qu'il avait été torturé, tué au sein de l'ambassade, ça fait qu'il y aura comment on appelle ça, une guerre diplomatique sans précédent entre le Togo et les oui, États-Unis. bien sûr. Bon, même si je ne pense pas que le Togo était à l'époque avait la force d'une guerre diplomatique avec les États-Unis. Mais c'est vrai que diplomatiquement, il aurait été difficile pour les Américains de justifier qu'un homme d'État, un chef d'État, puisse être assassiné au sein même de leur ambassade. Ça, c'était inaudible pour la société internationale. Moi, j'aimerais qu'on revienne encore en arrière et qu'on parle de ce personnage. Alors, avant sa naissance, il y a son père et sa mère. Son père s'appelait Epifanio Elpidio Olimpio, qui, celui-là, il a été connu dans les livres comme un riche commerçant qui est né en 1873. Son père, étant lui-même métis, est né d'une princesse nigériane, d'Abea, ils appellent ça Abeokuta, et d'un père brésilien, Francisco da Silva Olimpio. Et son père était trafiquant d'esclaves. Le père de Silvanus Olimpio, écoutez-le bien, était trafiquant d'esclaves. C'est ce que j'aurais appris, et qui s'était établi à Agüey. Si quelqu'un a d'autres affirmations là-dessus, le Epifanio Elpidio Olimpio, c'est qui le père de Silvanus Olimpio? On sait que c'est un riche commerçant, on sait qu'il aurait été
Il est né en 1873. C'est ce que j'ai appris. Elle est jeune. Alors, C'est le si père quelqu'un- de Sylvanus ou le grand-père même? Parce que le père déjà métis et il est trafiquant d'esclaves. Non, le grand-père Francisco da Silva était un trafiquant d'esclaves. D'accord. Le grand-père était trafiquant d'esclaves et le métis était un riche commerçant. Donc, c'est ce que j'aurais appris dans les livres. Hein. Est-ce que quelqu'un a une autre affirmation là-dessus? Moi, je pense fondamentalement que ces faits peuvent être véraces pour la simple et bonne raison que ça coïncide aussi. Hein. C'était pas encore la fin de l'esclavage et on savait qu'il y avait un vaste échange au Bénin. Donc que son grand-père se soit retrouvé là à faire du trafic d'esclaves, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on puisse placer en faux. C'est forcément, c'est peut-être un peu trop fort, mais je serais pas surpris si c'était vrai, hein, parce que ça coïncide bien avec l'époque, la fin de l'époque d'esclavagisme et le fait que le Bénin était une plaque tournante aussi de la trafic transatlantique. Voilà. Tu veux continuer à dérouler, Faux Légende? Je vous laisse poursuivre. Si quelqu'un d'autre a d'autres affirmations, que cette personne vienne. Donc, comment, Tata? C'est que j'ai une remarque à faire, j'ai quelque chose à dire, quoi. Ah oui, bah allez-y, Tata W. Ok, merci pour moi. Donc pour la première fois, en réécoutant cette histoire, quelque chose m'est venu à la tête. Je me suis posé une question en fait, quoi, parce que le père de l'indépendance du Togo, que son âme repose en paix, est un homme très 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 intelligent. Donc je me suis posé la question à savoir, mais qu'est-ce qui l'a poussé à aller se cacher à l'ambassade des États-Unis, puisque le Togo est un territoire français. Donc si le Togo est un territoire français, qu'est-ce que... Pas territoire français, mais sous protectorat français. Voilà, sous protectorat français. Qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire pour l'aider? Il va toujours vouloir passer par la France, puisque, bon, c'est un pays sous protectorat français. Non, parce que il faut pas oublier qu'il avait des antagonismes avec la France. Donc on va pas se cacher avec celui avec qui on ne s'entend pas quand on est en danger. Exactement. Donc pour lui, il était naturel d'aller vers les États-Unis, d'autant plus qu'à cette période-là, il avait de très bons rapports avec le président JFK. Donc quoi de plus normal d'aller vers l'ambassade des États-Unis à ce moment-là précisément. Et aussi parce que sa résidence jouxtait avec l'ambassade des États-Unis. Donc c'était le lieu le plus propice, eu égard au danger imminent, d'aller vers l'ambassade des États-Unis plutôt que de se réfugier partout ailleurs. Sauf que moi, écoute, je me suis dit, mais non, c'était un faux calcul parce que, bon, il y a la relation entre la France et les États-Unis sera plus primordiale que lui. Vous voyez? Il se savait détesté par la France, puisque, encore une fois, il avait déjà eu Maya partir avec l'État français. Les relations étaient très tendues. Donc, sincèrement, lui, il savait qu'il n'était pas aimé des Français. C'était dans son esprit. Nous, on parle de façon rétrospective. Et évidemment, aujourd'hui, Fort Yacine Bey, s'il se sent en danger, il se tournera en premier lieu vers la France à cause des liens qu'il a avec la France. Mais si tant est qu'il était en bisbille avec les Français, ça m'étonnerait fort qu'il se tourne vers la France pour une quelconque protection. Donc à l'époque, Sylvanus Olympio avait de très vives tensions avec les Français qui ont essayé plusieurs fois de lui mettre les bâtons dans les roues. Il le savait, il se savait en danger par rapport à cela. Donc quoi de plus normal pour lui,
à ce moment-là, précisément, encore une fois, d'aller vers l'ambassade des États-Unis avec qui il avait de bons rapports avec le chef d'État américain. Et voilà qu'il a été trahi. C'est ce que je disais. Et voilà qu'il a été trahi. Voilà, parce que en fin de compte, la France et les États-Unis d'Amérique, leur relation sera plus, comment dire ça, priorisée que celle des États-Unis et du Togo. Puisque déjà on était encore sous protectorat de la France, et la France et les États-Unis ont une alliance. Donc c'est là que je me suis dit, mais il a fait un mauvais calcul en fait, quoi. Bah, je pense pas qu'on puisse appeler ça un mauvais calcul. C'est le général de Gaulle qui l'a dit, je sais pas si c'était quelques années avant ou juste après, que la France, en tant qu'État, n'avait pas d'ennemis, mais des intérêts. Et je crois savoir que cette fameuse rhétorique, il le tient aussi des Américains. Et je pense que les Américains ont bien caché aussi leur jeu, parce que, comme ils le savaient, Sylvanus Olympio était un démocrate. C'était un homme qui voulait se débarrasser de la monnaie, le franc CFA. Cela aurait, et c'était un très grand panafricain aussi. Donc il était plutôt pour les États-Unis d'Afrique, et cette posture n'a jamais plu aux colons, que ce soit les Américains ou les Français, et les Belges et les Italiens et les Néerlandais. Ils ne sont pas pour l'unité de l'Afrique, et Sylvanus Olympio défendait cette ligne-là. Donc pour eux, il représentait un danger à court, à moyen ou à long terme. Donc, moi, je pense que les États-Unis ont eu un rôle, c'est clair, net et précis. Maintenant, tant qu'on n'aura pas les dossiers déclassifiés, ça sera difficile de l'étayer avec une véracité irréfutable. Mais ça sera fait certainement dans les années à venir, en tout cas on l'espère, puisque maintenant ça fait 60 ans, 62 ans exactement, que cet événement malheureux est survenu. On ne désespère pas, et quand on aura connaissance des dossiers classifiés, on arrivera sans doute à la vérité sur son assassinat. Mais les raisons qui ont amené cet assassinat, on les connaît tous. Elles sont irrécusables. Et en premier lieu, c'est le fait qu'il voulait s'émanciper définitivement de la France. Et ça n'a pas plu du tout au général de Gaulle. Et quelques années plus tard, une vingtaine d'années plus tard, ça a été le même antagonisme qu'il y a entre la France et le Burkina, entre François Mitterrand et Thomas Sankara, qui ont précipité l'assassinat de Thomas Sankara. On le connaît, c'est plus proche de nous. On sait quelles étaient sa posture politique, quelles étaient sa politique. Et bien évidemment, ça n'a pas plu non plus à la France, le colon, qui a précipité son assassinat. C'est deux assassinats que je pourrais qualifier de similaires, et pour les mêmes raisons, même cause. Voilà. Car bon, pour moi, ça, en écoutant encore cet audio, ça doit nous réveiller, quoi. Que dans notre lutte, il n'y aura pas d'alliance. C'est-à-dire croire en personne que nous-mêmes, le peuple, c'est tout. Parce que ça, c'est encore une preuve. Croire que bon, les États-Unis d'Amérique, bien l'ambassadeur va pouvoir l'aider, et voilà ce qui est arrivé. On ne peut pas... Quand vous écoutez l'audio, là, que ça vous dise quelque chose, quoi. Tout à fait. Tout à fait. C'est clair net que l'Afrique ne pourra jamais aller demander une aide quelconque au sein de la communauté internationale qui regroupe, représentée par plusieurs pays, les plus imminents, ont tous des intérêts en Afrique. Donc,
il n'est pas souhaitable pour cette communauté internationale qu'un pays ou que plusieurs pays puissent s'émanciper et accéder à l'indépendance totale. L'indépendance totale inclut bien évidemment la politique régalienne